Hello les petits amigos, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée. Moi ça va tranquille, je suis content de vous retrouver les petits ponts entre les artistes. Ici Clemzer pour cet épisode 8 du podcast Le pont entre les arts. Le concept du podcast est simple, j'invite des artistes spécialisés dans un domaine pour parler d'un art qui n'est pas celui qu'ils pratiquent principalement. Et dans ce 8e épisode, je suis accueilli par le studio Le Clap et je reçois Alicia Guiguin, photographe aux multiples casquettes, que ce soit mode, musique, stand-up, street photo ou mariage. Comme le veut le podcast, on ne parle pas de photographie ici, mais on parle de littérature et son rapport avec celle-ci. Bonne écoute! Salut Alicia! Coucou. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Ça va, ça me fait plaisir, c'est la 3e fois qu'on essaye d'enregistrer le podcast. On arrive enfin à le faire, je suis trop content. Attends, on n'a pas encore terminé. On va voir déjà si on arrive à faire 1 heure d'enregistrement. Pour te présenter rapidement. Donc toi, ton cœur de métier, c'est photographe. C'est vraiment ce que tu fais. Photographe spécialisé un peu dans tout. En vrai, tu as déjà fait des shootings polyvalentes, un peu mode, un peu musique, un peu mariage. Portrait, mariage. Tu fais de tout. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de photographie. On est là pour parler d'un autre art que tu affectionnes particulièrement, c'est la littérature. Eh oui. Et oui, donc c'est l'art qu'elle a choisi. Et pourtant, il y avait beaucoup de choix. Parce Il y avait beaucoup de choix. T'adores le cinéma, t'adores la littérature et t'adores la musique. Mais bon, on s'est dit, vas-y, on va faire un art dont on n'a jamais parlé dans le podcast. C'est ça. La littérature. Et il y a un petit peu, bon, je sais que toi, t'as déjà un peu regardé le podcast. Le rituel du podcast, c'est quoi? On commence toujours un peu par voir les premiers rapports à la littérature. Donc, toi, est-ce que quand tu étais enfant, tes parents t'ont un peu éduqué à la lecture? Est-ce qu'il y avait des livres à la maison? À quel âge tu as commencé à lire? Tu vois, un peu toutes ces choses-là. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais, bien sûr. Alors, moi, je sais que chez moi, il n'y avait pas de livres. Pas beaucoup de livres. Vraiment très peu de livres. Enfin, mes parents, c'est pas forcément quelque chose qu'ils appréciaient. Et je sais que mes parents m'ont quand même poussé assez tôt, entre guillemets, à lire, que ce soit à travers l'école ou de manière plus globale en allant à la médiathèque, mais sans plus. Franchement, c'était pas non plus une activité qui prenait beaucoup de place dans mon quotidien quand j'étais enfant. Donc moi, j'ai découvert vraiment la lecture avec l'école. Okay. Vraiment avec les programmes scolaires au collège. C'était vraiment... c'était pas un truc que je pratiquais beaucoup en tant qu'enfant. Ouais, t'avais pas les Tom Tom et Nana, En vrai, j'avais quelques livres, mais c'était pas... Enfin, j'avais une petite bibliothèque, c'était assez ridicule, enfin... Bah, après, il y a personne, il y a aucun enfant qui a des livres de Tolstoï dans sa bibliothèque, tu vois. Non, mais c'est sûr, mais je pense qu'il y avait des enfants qui lisaient beaucoup plus que moi, avant le collège en primaire, tu vois. Ok. Enfin, je lisais un petit peu, mais pas énormément. Ok. Donc pas même Astérix, pas de trucs comme ça. Non, vraiment pas. Ok, et donc, t'arrives au collège... Et c'est là que ça se déclenche un peu, parce que c'est au collège que tu commences un peu à avoir des livres à lire en fait, cours. t'as le programme scolaire de français où vraiment t'as des livres qui te sont imposés. Et je pense que jusqu'en 4e, 3e, je me suis cantonnée au programme de lecture de français. Okay. Et j'ai pas vraiment été explorée en dehors du programme des livres. Mais lecture quand même assidue, c'était pas juste les résumés. Par contre, vraiment, je sais que c'était quelque chose qui me plaisait parce que je lisais à fond mes livres. Et de manière générale, j'étais une élève assez studieuse, donc voilà. Mais c'est vrai que les livres, j'aimais trop les lire. C'était vraiment, je pense que le français, c'était une de mes matières préférées. Donc, ouais, à fond, genre, vraiment, les cours de français, les livres, à fond. Mais quand même pas de sensibilité au point d'aller lire ailleurs. Non. Mais ça te plaisait quand même à ce moment-là? Ouais, ça me plaisait en fait. Ouais. En fait, je pense que j'étais assez curieuse aussi comme élève. Du coup, la littérature, ça ouvre un imaginaire hyper dense. Donc, je pense que c'est ça aussi qui m'a plu. Tu te rappelles un peu les livres du collège Moi, je me rappelle en 6e, Le Petit Prince. Je pense que tout le monde l'a lu au collège. Vraiment, j'adore ce livre. Faut le relire, même aujourd'hui. Hein. Il est trop cool, ouais. Il y a une autre lecture un peu en tant qu'adulte ou... Carrément. Non, mais franchement. Sérieux ? En fait, c'est de la philosophie très simple et évidente, mais en même temps, t'as envie de te dire, mais c'est ça, en fait, la vie, c'est juste ce genre de réflexion simple. Franchement, relisez-le, ça fait trop du bien. Ouais. Donc, ouais, Le Petit Prince. Après,
J'ai des petits souvenirs. En quatrième, je me rappelle avoir lu Oscar et la Dame aux Roses. Ah, ouais. Tu l'as lu ou pas? Ouais, flashback là de... Mais vraiment, ce livre, il m'a fait pleurer. Je sais même plus de quoi ça parlait, juste, je me souviens que c'était horrible. C'était hyper tragique, je crois qu'il y avait quelqu'un qui mourait à la fin ou quoi. Enfin, ça m'a un peu trauma. Ok, j'espère que c'est vrai, parce que Ah, je te jure. tu balances des fausses infos sur Oscar Ladamoz. Je vais peut-être le relire, du coup, je l'ai encore dans ma bibliothèque en plus. de- donc, Oscar et la Dame Rose, Le Petit Prince, ouais, je pense que c'est des livres classiques Ouais. du programme. Jusqu'en quatrième, t'as dit? Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un déclic après... Ouais, en vrai, en troisième, je crois que c'est le moment où j'ai vraiment commencé à lire des livres en dehors du programme. Après, j'avais toujours un lien avec l'école, puisque ce sont mes profs qui m'ont incité à lire des livres en dehors du programme. Parce que, alors le programme du coup en troisième, je sais pas si vous vous rappelez, c'était la Seconde Guerre mondiale en histoire. Et je sais qu'en français on en parlait aussi. Et du coup, c'est là que j'ai lu un livre qui m'a été conseillé par mon prof. C'est Primo Levi, c'est un homme. Ok. Donc ça raconte l'histoire d'un homme dans les camps de concentration. Et je crois que c'est un des premiers livres que j'ai vraiment lu en dehors du programme et ça m'a bouleversée. C'était vraiment horrible. Enfin, je sais pas si à 14 ans c'est l'âge recommandé pour lire ce livre, mais en tout cas c'est assez marquant comme lecture. Ok. Parce que, en fait, les profs, ils te l'ont conseillé à toi parce que ils sentaient que t'étais assidu à la lecture, ou ils ont conseillé un peu à tout le monde de... Franchement, je me souviens plus. Je sais que plus t'avances dans l'âge, entre guillemets, dans ta scolarité, tes profs, ils ont tendance à vraiment te charger de bibliographie, etc. Allez-y, lisez. Mais après, franchement, je me souviens plus. Mais je sais que j'avais quand même une relation assez privilégiée avec ma prof de français, donc c'est pas impossible qu'elle me l'ait recommandé personnellement. Ouais, souvent, en plus, il y a des passions qui naissent parce que des profs Ouais. t'ont transmis la passion. Et Mm. le fait qu'ils en parlent avec des étoiles dans les yeux, De un peu, fou. ça t'a peut-être transmis ça. De fou. Tu veux Ouais, c'est passer pas une dédicace impossible. à ta prof de français. Oui. Alors attends, comment elle s'appelle? Je me rappelle plus. J'espère qu'elle suit pas le pont entre les arts. Non, je pense pas. Mais big up. En plus, c'était ma prof en sixième et en troisième. Ah ouais? Ouais. Ouais, t'as retrouvé Ouais. après. Ouais. Donc là, troisième. Et est-ce que à ce moment-là, c'est là que tu te dis, Ouais. je vais aller découvrir un peu d'autres livres et tout. Bon, c'est marrant que ça arrive avec un livre Ouais. hyper dur et que tu dis, ah, c'est ça que j'aime. En fait. C'est vraiment pleurer devant les pages. C'est ma passion. Ah oui, tu pleures facilement devant les livres, Non. quand même pas. En vrai, non. Mais là, Mais celui-là. je suis vite touchée, émue et je tourne les pages. Mais genre, tu sais, le moment où tu fermes ton livre et tu fais ah, les bâtards. Ok, je vais devoir mettre explicite. Ah oui, je suis content, désolée. ça. Pardon. Non, mais t'inquiète, c'est pas adressé aux enfants ce podcast. Oui, c'est vrai. Du coup, ouais, en troisième, j'ai commencé à lire en dehors du programme. Et pour le coup, je me suis tournée vers des auteurs comme Marc Lévy et Guillaume Musso. Et Ok. j'ai lu, mais je pense que j'ai tout lu. Genre, vraiment, j'étais trop fan. C'est souvent des histoires un peu... genre, il y a un peu de policier, un peu de suspense. Et vraiment, je faisais que de lire ça. J'aimais trop ça. Et parce qu'il y a aussi un peu toujours de la romance dans ces livres, Ouais. dans ces auteurs-là. Ouais, il y a Ça un peu de aussi, ça romance t'attire, aussi. ou c'était vraiment le côté policier? Sans plus. Ouais, je pense que c'est plus genre le suspense que les romances en elles-mêmes. Pas forcément. Ok. Parce que moi, j'ai trop l'image de ces lycées un peu où tous ceux qui lisaient ça, ils aimaient trop citer la... Parce que je crois que c'est Ouais. Guillaume Musso qui fait ça, de mettre en première page du chapitre à chaque fois une phrase un peu... Je sais plus si c'est Musso ou Lévy, mais ouais, il y a un des deux qui fait ça. Je sais plus lequel. Mais oui, ils font des citations, enfin ils mettent des citations de zinzin que tu sais, avec honte, que tu remets sur tes posts Instagram, là, Ouais. sur tes Ça, photos. c'était déjà arrivé. Mais bien sûr. Quelle honte. Mais après, en même temps, je pense c'est quand même assez facile d'accès. Ouais, À carrément. cet âge-là, c'est pas très... Franchement, mais même pour quiconque souhaite lire, je pense que c'est des livres hyper abordables et hyper allaitants, tu vois. Enfin, quand on a du mal à se mettre à la lecture ou que c'est un truc qu'on découvre, faut juste... En fait, faut pas commencer par des livres qui vont pas t'attraper, enfin, sinon ça va être trop dur. Faut vraiment prendre un livre où, peu importe qui va le lire, ça y est, ça te donne envie de tourner la page. Est-ce que toi, du coup, le fait de découvrir un peu la littérature en troisième, de découvrir que t'aimais ça, ça t'a poussé vers une filière littéraire ou pas spécialement? Alors, je me rappelle qu'en troisième, je me disais que j'allais aller en L, parce que du coup j'avais un peu cette sensibilité sur les livres, et j'ai changé d'avis beaucoup trop de fois.
En seconde, au début de la seconde, j'étais là, non, en fait, je vais aller en S et tout, parce que j'avais des bons résultats. Du coup, les professeurs, ils étaient là, oui, mais ce serait bien qu'elle aille en S. Et nan. Au final, j'ai coupé la part en deux. Je suis allée en ES. Voilà. Ah oui, parce qu'en seconde, tu choisis pas vraiment, c'est ça Si, en seconde, tu choisis. Bah oui, C'est mais à la fin de la seconde pour ouais, la c'est première, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Mm. Ok, donc là, t'as choisi plutôt ES. Ouais. Je sais même plus s'il y avait du français. Si t'as du français, t'as des maths aussi, genre. C'est un peu un mix de tout, genre. Ouais, c'est qu'en première, le français. Ouais, ton bac de français, c'est en première. Ouais, voilà, c'est ça. D'ailleurs, j'ai pas eu des notes de ouf. Ah ouais? Ouais. Enfin, en fait, j'ai eu 12 à mon... Je crois que c'est à mon écrit. Bah, je me rappelle que ma prof de français, elle était trop déçue pour moi. J'avais vraiment scoré toute l'année et tout. Mais après, autant l'oral, c'était sur des livres. Après, l'écrit, c'était sur des dissertations. C'était pas un corpus de texte ou je sais pas quoi. Ouais, Je sais même plus ce que c'était les C'était pas épreuves. marrant. Non, c'était pas drôle. C'était pas drôle. Non. Et lycée, c'est là que donc, tu lis un peu Guillaume Musso et Marc Lévy. Tu développes ça. Et donc en fait, ça s'est plutôt développé au lycée. Et c'est ce qui, après, t'a donné envie peut-être de faire des études sup liées à ça. Ouais. Après, au lycée, je me suis un peu plus tournée vers des classiques. Et ouais, du coup, ça a été déterminant, je pense, dans la suite de ma scolarité, puisque en effet, je me suis dirigée vers des études littéraires. Donc ouais, je pense que c'est en seconde ou en première, je crois que c'est en première, où vraiment ma prof de français, c'est en première, elle m'a trop motivée à lire des livres, elle était trop géniale. Ouais. Elle, je me souviens de son prénom par contre. Ah, c'est... Madame Jaffrelot. Coucou. J'avais une question, là, il y a un truc que t'as dit qui m'a soulevé une question. Parce que on en parlait en off et tout, parce qu'on parlait de cinéma, et tu m'avais dit qu'à un moment, tu t'es chauffé et tu t'as regardé les 100 films les mieux classés sur je sais plus quel site. Et donc, t'as un peu ce truc-là d'aimer rattraper les classiques sur le cinéma. Ouais. Et t'as eu ça aussi avec la littérature, un peu, où t'as regardé les livres les plus classiques et t'as essayé de rattraper? Non, pas vraiment. Mais j'ai toujours eu ce truc d'avoir envie de lire les gros ouvrages qui ont un peu marqué l'histoire de la littérature, les livres phares. Ça, oui. Et en fait, quand tu lis des classiques, quelque part, tu le fais. Et aujourd'hui, je continue de lire des classiques. En fait, je lis très peu de livres qui sont sortis récemment. Enfin, je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Enfin, ce serait à psychanalyser. Mais... Moi, non, mais après, ça se comprend. Et est-ce que tu te rappelles du premier livre un peu classique comme ça que t'as lu, qui t'a mis une claque? Enfin, classique, ouais, si, en vrai, je pense qu'on peut parler de classique, c'est Bonjour Tristesse de François Sagan. Je crois que c'est le premier livre qui m'a vraiment marqué en tant que lectrice, genre vraiment. Il est toujours dans mes livres préférés à l'heure actuelle. Et ça, tu le lis vers quel âge, ça? Je le lis en seconde, première, je sais plus. Ok, est-ce que pour nos petits auditeurs, là, tu peux, pour nos points entre les artistes, tu peux résumer vite fait le livre? Ouais, alors du coup, c'est l'histoire d'une jeune fille qui doit avoir 16-17 ans et qui passe l'été dans une maison de vacances, il me semble, avec son père et sa belle-mère. C'est l'été de toutes les découvertes, de beaucoup d'émotions, de changements. J'ai l'impression qu'elle a vécu 1000 vies dans cet été-là. Donc, ouais. Globalement, c'est ça. Il se passe un drame, sans spoiler, mais c'est vraiment un super livre. Et en plus, ça, tu le lis vers quel âge? Là, je dois avoir 16-17 ans. 16-17 ans, ouais. Parce qu'il me semble que ce livre, elle l'écrit... elle a cet âge-là, en fait. Super tôt, ouais. Ouais, je crois. Françoise Sagan, quand elle l'écrit, elle a 17-18 ans. Ouais. Le livre, c'est sur une lycéenne. Donc forcément, toi, t'as dû t'identifier... ça me parle tout de suite. Franchement, ça m'a trop parlé. C'est quoi qui te retourne un peu? C'est le fait que enfin, tu t'identifies, tu comprends des trucs un peu sur ce que tu ressens, ça pose des mots sur les émotions que t'as? Je pense que... Enfin, au moment où je le lis, ça... En fait, j'ai l'impression de... Enfin, pour le coup, par rapport à ce que j'avais lu avant, ça rentrait pas forcément en corrélation avec ce que je vivais. Et c'était pas grave. Mais du coup, pour le coup, j'ai l'impression de lire des choses que je traverse. Et c'était une autre stimulation encore de lecture, dans le sens où tu retrouves des similitudes dans ta propre vie et que tu ressens des choses que... Ou alors ça met vraiment en lumière des choses que tu ressentais, pour lesquelles t'étais pas vraiment sûr, tu vois. Enfin, c'est assez révélateur de lire des livres comme ça sur ce que tu es. Parce que c'est assez mélancolique comme livre. Ouais, d'où le titre. Mais en vrai, il est pas si mélancolique que ça. Enfin, un petit peu, mais...
C'est subtil. Mais ouais. Et lisez la première page, le premier paragraphe. C'est magnifique. C'est un ordre, tout de suite. Non, mais vraiment, la première page de ce livre est sublime, je la relis souvent. Et en plus, il me semble que le livre est pas très long et comme ça a été écrit par François Sagan, qui était assez jeune, c'est très assez léger. facile d'accès. Ouais. Ouais, il est très léger. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on nous l'avait mis au programme, parce que c'était un livre du programme. Ah, okay. Ouais. Et non, franchement, il est très abordable et très cool ce livre. Après, ça plaira peut-être pas à tout le monde, parce que François Sagan, elle a un style assez particulier, mais non, franchement, je le recommande. Ok. Et donc là, lycée, programme, on avance un peu dans le temps. Ouais. Et vient la fin du lycée. Mais ensuite, vers quoi tu te tournes? Donc toi, t'es photographe, mais t'es pas parti en études de photographie. Pas du tout. Tu t'es orienté différemment. Ouais. Je me rappelle qu'en terminale, je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et Oui, comme beaucoup de monde. Ouais. Et c'était sous les conseils d'un de mes profs d'histoire, que j'adore aussi. Vraiment. Je l'ai eu plusieurs années, ce prof d'histoire. C'était aussi mon voisin. Et il m'avait parlé de la classe préparatoire littéraire. Et c'était un truc que je connaissais pas du tout. Parce que c'est des études assez élitistes. Et vraiment, j'en avais pas du tout connaissance dans mon entourage. Et du coup, il m'en a parlé. J'en ai parlé aussi avec mon prof de philosophie. Et m'ont plus ou moins conseillé de faire ce genre d'études-là. Parce que, en fait, c'est des études assez particulières où tu prépares un concours. Du coup, c'est le concours de l'ENS. Mais tu peux aussi préparer d'autres concours. Et du coup, c'est un peu 2 ans où tu bosses à fond et après, advienne que pourra. Donc, c'est un peu le truc. Donc, je suis partie dans des études littéraires. Me noyer dans les livres. Ouais, c'est ça, en fait. C'est que études littéraires, toi, par rapport à ta consommation, qui était assez... pas légère, mais à ton rythme, en fait. T'as peut-être 2-3 livres dans le programme de français en première. Après, toi, tu lisais tes livres, Guillaume Musso, Marc Lévy, à côté, mais à ton rythme. Ouais. Ou là, prépa littéraire, il y a un côté un peu usine, qu'on s'imagine, tu sais, où tu dois lire, je sais pas, combien de livres par semaine, par mois. Trop. Et est-ce que t'as quand même réussi à conserver le plaisir de lire avec ça? En fait, comment ça a fait évoluer ton rapport à la littérature, tu vois, de baigner dedans? Bah, déjà, je me souviens du coup de mon prof de philo qui me disait « Mais Alicia, faut que tu lises avant. Hein. » Enfin, genre l'été, là, avant de rentrer en classe préparatoire, faut que tu lises. J'ai lu un livre. Ah oui. Catastrophe. Et en fait, pour le coup, pour rebondir par rapport à ce que tu disais, ça a été assez marquant d'arriver dans un milieu du coup scolaire où ils ont tous beaucoup lu, beaucoup plus que toi. Ouais, ils arrivaient beaucoup plus préparés. Ah mais bien sûr. Enfin, étant donné que moi je viens d'un milieu social où la littérature c'est pas du tout quelque chose qu'on consomme. À l'époque, j'avais pas une culture générale très dense. Ouais. Enfin, ça a été assez troublant d'arriver dans un milieu où en fait j'ai du retard. Ouais. Alors qu'en fait, dans mon lycée, j'avais l'impression de lire un peu plus que les autres, tu vois. Mais en fait, pas du tout. Ouais, en plus, en prépa littéraire, il doit y avoir un côté où tout le monde est un peu en mode « Quoi, t'as pas lu ce livre ?» T'as pas lu Karl Marx, en fait. C'est trop bizarre. Bah, c'était ça. Ah oui? Bah, en fait, c'était pas cette énergie-là, Oui, tu oui. vois. Mais je me rendais compte dans les discussions, dans les références, que j'avais pas beaucoup lu. Enfin, j'avais pas lu les mêmes choses non plus. Donc, j'étais un peu en mission pour récupérer mon retard, tu vois. Ouais, donc là, t'enchaînais les livres. Ouais. Autre livre qui m'a marqué, et pour rebondir par rapport à ce que tu me dis, c'est Retour à Reims de Didier Rébon. C'est un livre de sociaux qui explique un peu son ascension sociale, entre guillemets. Et il revient sur sa scolarité notamment. Et parce que lui, il a fini prof à l'université, je crois, enfin prof agrégé, un truc un peu stylé, tu vois. Et du coup, il raconte un peu son cheminement scolaire où il lit pas beaucoup, au final, il commence à lire, etc. Et genre, c'est vraiment sous un angle sociologique, tu vois, c'est toutes ces prises de conscience de « Ah, en fait, je viens de tel milieu. Ah, en fait, j'ai du retard par rapport aux autres. Ah, en fait, j'ai pas beaucoup lu. Ah, enfin, c'est plein de trucs comme ça. » Donc, tu t'es identifié... Mais totalement. Genre, ce livre-là, je l'ai lu, du coup, en prépa. Je me suis dit « Ah, mais en fait, c'est ce que je vis. » Ouais. Du coup, autre livre aussi qui m'a bien marqué sur ce coup. Franchement, Didier, très fort.
Bravo Didier, on te salue. Je sais pas s'il est mort. Non. Pas du tout, Pas il du est pas tout. mort. Et tu lis beaucoup de livres à ce moment-là. Ouais. Tu gardes quand même le plaisir ou là ça devient tout droit sur... Là, on est sur une perte de plaisir assez Ouais. phénoménale. Ah ouais. La littérature a failli te perdre à ce moment-là. Ah non, mais enfin, il y avait. C'est quoi le rythme en fait, à peu près? Alors, en fait, déjà, t'as un programme de français où je me rappelle qu'en Hippocagne, on passait pas énormément de temps sur les livres, mais il fallait l'avoir lu, il fallait l'avoir analysé, tout ce que tu veux, mais genre, je sais pas, on pouvait passer, 3 semaines sur un livre, tu vois. Ouais. Mais à côté, je me rappelle de ma prof, du coup, elle était là, mais faut lire ça, lisez ça va vous donner des clés, ça, machin. En fait, c'était pas il y avait pas un coup près au-dessus de nous en mode si vous avez pas lu, c'est pas bien. C'est juste que, lisez-le en fait si vous voulez avoir des bonnes copies. Du coup, t'as un peu ce truc de il faut que je lise. Donc, mon Dieu, c'était, je sais pas, genre, minimum 10 livres par mois. Genre. 10 livres par mois, ouais. Surtout que c'est pas des livres, c'est plus du Guillaume Musso et Marc Lévy, quoi. Ça doit être non. un niveau... Après, franchement, je sais qu'il y avait des élèves qui lisaient pas autant, qui lisaient juste ce qu'il fallait, tu vois. Et d'autres qui, à l'inverse, lisaient beaucoup plus. Oui, mais il y en a, c'est la passion, quoi. Ouais. Enfin, toi aussi, c'était ta passion. Ouais, j'étais passionnée, mais là, pour le coup, en fait, quand c'est sous le mode de la contrainte, tu perds un peu le plaisir, tu vois. Ok, et à ce moment-là, j'imagine que tu lis beaucoup de livres différents. Là, tu parles d'un livre de sociaux, avant tu parlais de romans. Est-ce qu'il y a quand même un style qui se dégage que tu commences à préférer? Style, non, je dirais pas. Moi, j'aime bien les romans de manière générale, mais après, le roman, c'est assez large Parce qu'on comme terme. on pourrait se dire naturellement, même si on reviendra après avec les liens avec la photographie, enfin on reviendra sur les liens avec la photographie, on pourrait se dire naturellement que toi tu vas peut-être préférer des livres assez descriptifs, avec beaucoup de précision sur les détails, sur les couleurs, les ambiances. Ouais, ça en vrai, ça m'a toujours plu. Franchement, les Zola, là, où il y a 14 pages de description, ça me dérangeait pas tant. Ouais, alors qu'il y a beaucoup de gens que ça dérange. Au Ouais, final. mais moi, je sais que ça me dérangeait pas. Et souvent, c'est en fait les pages descriptives comme ça, c'est souvent les pages qui sont les plus poétiques. Ouais. Parce qu'on est vraiment dans la description et tu sens qu'il y a une attention particulière qui est laissée sur le choix des mots, etc. Donc, toi, ça te laisse la place d'imaginer aussi, de créer dans ta tête tout le décor. Moi, je trouve que c'est important de garder cette place-là à la description. Même si ça peut être aussi contraignant dans ton imaginaire, mais un petit coup de pouce, c'est pas mal. Ouais. Du coup, après Hippocagne, t'as fait Hippocagne et Cagne. Ouais. Mais t'es pas du tout dans les débouchés de ces filières. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas retrouvé là-dedans finalement? En fait, si tu restes sur le pendant littéraire, la prof de français, quoi. Puis sinon, si t'as du journalisme, à la rigueur, t'as toujours ce truc d'écriture. Mais je suis partie vers autre chose. Je suis partie vers la science politique. Ou après, si t'as lu des livres de sociaux, au final, t'as des petites clés aussi. Ouais. Je sais qu'après, en licence, je lisais beaucoup moins du coup, mais il y avait beaucoup moins de besoins en termes de lecture, tu vois. C'était pour le coup beaucoup de livres de politique. Et pareil, c'était pas si stimulant. Genre. Théorie des relations internationales. Ce sera pas dans le top 5 à la fin, j'ai l'impression, des livres que t'as lus. Pas du tout. Donc là, on avance encore longtemps. Donc là, on arrive un peu aujourd'hui. Ouais. Ta manière de consommer la littérature, c'est quoi? Parce que maintenant, c'est full plaisir, là. Ah ouais, là, c'est full plaisir, là. Là, c'est revenu. Ah, on est là que pour le kiff, là. Là, t'as pu retrouver ton goût à la littérature. Ouais. Du coup, maintenant, c'est quoi ta manière de consommer? Est-ce que t'es encore un peu en mode recherche de rattraper ces classiques-là? Donc, tu disais que tu consommes pas forcément les livres quand ils sortent. Ouais. Mais est-ce que tu peux parfois consommer des livres par rapport à tes engagements? Je sais pas, un sujet qui t'intéresse, vouloir creuser le sujet avec plus que des TikTok. Et lire c'est super TikTok. Hein. Ouais, c'est super. Non, mais je rigole, il y a le BookTok en plus, mais c'est magnifique. Oh là là, je me suis enlisée là-dedans. C'est vrai. À l'aide. Mais du coup,
Est-ce que, comment est ta consommation, quoi? C'est ça que je veux dire, c'est comment tu trouves les livres que tu as envie de lire? Bah, pour faire référence au BookTok, j'ai énormément de recommandations sur TikTok. Et vraiment, je suis noyée. J'ai une liste de livres à lire qui est interminable. Mais sur les choix de livres, il y a toujours le roman qui revient. Mais il y a aussi des sujets qui m'intéressent, des sujets parfois qui sortent un peu de nulle part, mais dont j'ai entendu, je sais pas, une interview à la radio. Par exemple, j'ai lu La prison est-elle obsolète de Angela Davis. Ok. Un livre sur la prison. Et bah écoutez, c'était génial. Ouais. Enfin, en vrai, je me laisse un peu porter et je me ferme pas du tout, du coup, la porte à des sujets qui, à la base, sont pas des formes d'intérêt, enfin, ne m'intéressent pas particulièrement. Ouais, je lis des sujets un peu divers, variés. Je lis pas mal de féminisme aussi. Féminisme? Ouais. Ouais, des livres un peu sur ça qui t'ont marqué. Ouais, bah le premier livre que j'ai lu, parce que franchement, moi, je me suis construite une culture féministe vraiment à travers les livres, et pas du tout YouTube ou quoi, ou enfin, c'était vraiment les livres. Et le premier livre que j'ai lu concernant le féminisme, c'était Beauté fatale de Mona Chollet. Je crois que je l'ai lu en prépa, ou juste après la prépa, je sais plus. Et du coup, c'était le premier d'une longue liste. Et Tu peux, Beauté fatale, du coup, il me Ouais. semble qu'elle revient sur beaucoup de situations du quotidien que intériorisées, et c'est ça, non? Ouais. Tu peux expliquer. En fait, elle part de plein d'exemples de sociétés, de choses qu'on consomme, d'habitudes, et elle les décortique et elle explique en quoi il y a beaucoup de problèmes finalement. Enfin, elle prend des exemples de pop culture et tout. T'as un exemple pour... Je me souviens d'un passage sur la publicité, sans rentrer dans le détail, mais elle expliquait que globalement le monde de la publicité c'était vraiment infâme. Enfin, il y avait vraiment ils jouaient sur le sexisme pour vendre des choses. Enfin, c'était vraiment. Et en fait, c'était plein de petites prises de conscience comme ça. Et même des choses que toi, t'adores, genre des séries télé et tout. Où, en fait, je sais pas, elle prend le temps de décortiquer telle scène. T'es là, c'est pas possible. Moi, j'ai consommé cette série-là. Ouais. Comment j'ai pas vu Bah ouais. Mais en fait, c'est ça qui est hyper intéressant parce qu'elle touche des choses qui, toi, t'ont plu, des choses que tu connais, que tu consommes. Et pourtant, tu te considères comme féministe, mais en fait, tu te rends compte que ce que tu consommes, parfois, c'est pas ouf. Donc, en ça, c'est chouette comme livre. Ça t'a fait du bien, limite, d'être bousculé dans... Ouais, bah en vrai, quand c'est le premier livre que tu lis là-dessus, t'es là, waouh. Genre. En fait, t'as déjà un minimum de conscience féministe parce que. Enfin, je sais qu'en prépa, on parlait beaucoup de ce genre de choses. Mais genre, quand tu lis et que t'es vraiment mise au fait, genre. Ah, mais c'est pas possible en vrai. Ouais. Donc, ouais, franchement, les bouquins féministes, j'adore. C'est quelque chose que tu consommes encore Ouais. beaucoup. Ouais. Et en plus, à Lille, il me semble qu'il y a, il y a des boutiques un peu spécialisées. Ouais. C'est Les Affranchis, ça s'appelle, il me semble. Mais ouais, Les Affranchis, super. Il y a La Lison aussi, qui est super cool sur l'île. Ok. Donc, littérature féministe à fond. C'est bien si on peut donner de la force. Bah franchement, allez-y. Hein. Elles sont super sympas en plus, les filles là-bas. Mais c'est vrai que je pense que la littérature féministe, il y a peut-être un côté plus posé, réfléchi que des fois les contenus que tu peux voir sur YouTube qui sont un peu chercher l'extrême pour... Ouais. Bah c'est très recherché, il y a beaucoup de sources. Ouais, c'est documenté. Ouais, Là, ça t'arrive de voir un peu les références, les sources utilisées et d'aller creuser sur les sources directement. Ouais. Bah je sais que dans certains ouvrages, ils mentionnent beaucoup d'autres livres. Du coup, en fait, c'est un cercle vertueux. Tu dis, ah, il faut que je lise ça. Et la liste, après, elle est interminable. Ah ouais. Mais bon, c'est pas grave. Mais t'arrives quand même à varier encore, de changer un roman, Ouais. une littérature comme ça. En fait, j'essaye d'alterner. Genre, si je lis un livre un petit peu lourd, entre guillemets, où justement c'est très recherché et tout, il y a un peu de sociaux. Après, j'aime lire, je sais pas, un petit peu de poésie, tu vois, histoire d'alléger mon cœur. Le fait que tu parles de Mona Chollet et de certains auteurs, moi, je sais que je suis comme ça. Avec le cinéma, par exemple, c'est que j'aime bien, quand je regarde un film, regarder le réalisateur et aller regarder tous les films du réalisateur. Parce que je me dis, si j'ai bien aimé sa façon de réaliser le film, peut-être je vais tout aimer. Pareil pour la musique. Si j'aime bien, je regarde non seulement l'artiste, mais je regarde aussi le producteur. Et je vais aller écouter d'autres trucs que ce producteur a fait parce qu'il y a toujours cette patte. Est-ce que toi, c'est quelque chose... Est-ce que tu as un peu des obsessions sur des auteurs comme ça
Genre, quand tu te dis ce livre-là, j'ai trop aimé comment c'était écrit, je vais essayer de Mm. lire d'autres livres de cet auteur. Ouais, j'ai eu ça sur quelques auteurs, et pas forcément mes livres préférés d'ailleurs. J'ai eu ça sur Marguerite Duras. Alors du coup, Marguerite Duras, je la découvre avec Le ravissement de Lolvestein en prépa, un de mes livres préférés. Petit pitch pour. Ouais, si vous voulez. C'est important, c'est important. Ouais, non, franchement, ce livre-là, alors du coup, conseillé, enfin, je crois que c'était un des livres préférés de ma prof de français en Hippocagne. Elle nous en a tellement parlé que j'ai fini par le lire, vraiment. Et en gros, tout se passe autour d'une seule et même scène. Enfin, l'histoire découle d'une seule et même scène. Une seule et même scène. Ah. Et en gros, c'est une jeune fille qui va à un bal avec son fiancé. Et ce fiancé-là va tomber amoureux, entre guillemets, d'une autre fille ce soir-là. Et elle s'en rend compte. Et c'est le début de la fin, entre guillemets. Et après, ce sera que l'histoire d'une sorte de douleur un peu muette tout du long. Et cette scène-là, vraiment, elle est gravée. Et je crois que je serais incapable de relire ce livre. Mais tellement il m'a marqué, parce que j'avais l'impression d'avoir vécu un peu la même chose sans rentrer dans les détails. Mais... Et franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais déjà, quelle horreur ou quelle merveille, je sais pas. Je suis pas encore sûre à l'heure actuelle de... Ah bah, de toute façon, les livres où ça te laisse dans le. Putain, je sais même pas si j'ai aimé Mais ou pas. ouais, il m'a vraiment troublé ce livre, mais vraiment, et je me souviens en discuter avec une de mes camarades en prépa, parce qu'elle avait lu aussi, et on était toutes les deux genre, mais c'est quoi ce livre genre. Ah oui, ça l'avait fait, ça vous Ouais. avait fait à vous deux. Mais vraiment une ambiance bizarre. Je sais pas si toi, par exemple, t'as vu des films ou quoi, où vraiment ça te laisse un peu genre, je sais pas si j'ai aimé ou détesté, mais ça te laisse vraiment un sentiment étrange. Et bah franchement, ce livre, c'est la même chose. Genre. Du coup, Et donc là, après, tu t'es intéressé à l'autrice, tu t'es dit, ouais. waouh, j'en veux plus. Ouais. Du coup, après, j'ai lu Hiroshima, mon amour. J'ai lu Moderato Cantabile. J'ai lu L'amant. Et donc, il y a des similitudes. Tu retrouves le style d'écriture, bien évidemment, qui est particulier. Mais après, elle a toujours cette façon de raconter les choses qui est un peu particulier, je trouve, Marguerite Duras. Vraiment, tu le vois beaucoup dans L'amant, où c'est un peu fouillis. Enfin, je sais pas, c'est vraiment un style particulier. Et du coup, ouais, tu retrouves un peu ce truc-là, ces petites histoires-là qui sortent de nulle part avec vraiment une façon de raconter les choses qui est trop bizarre. Mais en vrai, j'aime bien, mais c'est assez perturbant. Genre, elle est perturbante comme autrice. Ouais. Et je crois que c'est un peu une fascination quand je lis ses livres, je suis là. Qu'est-ce qu'elle nous réserve encore, Marguerite ? Ouais. En fait, il n'y a pas d'évidence dans son écriture qui fait que. C'est assez fouillis, je trouve que vraiment, il y a plein de petits récits qui arrivent. Il y a... C'est pas du tout le linéaire chez elle. Il n'y a pas de narration classique, Non. elle casse un peu des codes Ouais, de narration classique. c'est ça. Ouais. Franchement, Marguerite, je recommande. Donc ouais, du coup, ça m'arrive des fois de lire pas mal de livres d'un seul auteur. Ok. J'ai fait ça chez Camus aussi, j'ai lu pas mal de trucs. Là, donc on va passer un peu au deuxième arc du podcast. Donc, on va essayer de voir un peu les liens qu'il peut y avoir entre la littérature et ton travail. Donc aujourd'hui, tu es photographe. Dans ton travail, la photographie, c'est quoi? C'est transmettre des émotions par l'image. Ouais, belle définition. Ouais. La littérature, c'est un peu transmettre des émotions par les mots. Et est-ce que toi, tu arrives à puiser l'inspiration pour le travail de l'image à travers ce que tu as pu lire? Parce que justement, on parlait tout à l'heure des scènes un peu descriptives dans les livres qui dépeignent des situations et des décors. Donc est-ce que toi, tu arrives à t'inspirer de ça pour parfois des shootings? Quel type de shooting? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est pendant? Est-ce que, tu vois? En vrai, sur tout ce qui est scène descriptive et comment dire, tout ce qui est un peu énergie, environnement, ambiance, il y a vraiment des auteurs qui sont très forts pour instaurer des ambiances, que ce soit dans ton imaginaire ou quoi. C'est vrai que c'est un truc qui est assez intéressant, du coup pour le coup à travers les mots, mais toi en tant que photographe, qu'est-ce qui va faire que
tu vas trouver ou prendre des éléments qui vont recréer ce genre d'ambiance. Ou ça peut être, par exemple, un champ lexical en littérature. Tu le vois beaucoup en poésie, par exemple, mais tu retrouves beaucoup de mots similaires. Par exemple, si toi, tu veux créer un tableau en photo, qu'est-ce qui va faire que... Quels sont les éléments que je vais trouver pour recréer ce genre d'ambiance qu'on peut retrouver vraiment quand on lit, finalement. Donc, en ce sens, ouais, c'est assez fort, je trouve, ce que font certains auteurs. Et si tu peux recréer la même chose sans les mots, du coup, avec du visuel, c'est vraiment chouette. Donc, ouais, sur tout ce qui est descriptif, c'est assez intéressant. Et de toute façon, je pense que les artistes, de manière générale, ont tout intérêt à puiser leur inspiration dans des arts qui ne sont pas les leurs. Ça, je te le fais pas dire. J'invite donc les peintres à lire et les écrivains à aller voir de la peinture ou peindre. Peu importe. Mais tu penses à des artistes en particulier qui t'ont inspiré parce que toi, moi, genre, en regardant un peu ton style de photo, et j'invite tout le monde à aller voir un peu ce que tu fais sur Instagram. Mm, Je sais pas si t'as un site, mais Ouais, j'ai un portfolio. un portfolio, enfin, aller voir tout ce qui est possible de voir d'Alicia, en fait. Venez. Et moi, j'ai l'impression que ton style, ce que t'aimes bien faire, en tout cas, c'est la vie. La vie telle qu'elle Ouais. est, tu vois, limite te balader dans les rues et prendre des Mm, photos et magnifier un peu le quotidien et l'ordinaire. Ouais. Est-ce qu'il y a un peu des artistes qui t'ont inspiré sur ça, des artistes littéraires? Parce qu'il y en a, enfin justement, ce qu'on disait, de décrire Parfois, ils peuvent mettre 4 pages à décrire une table, Mm, et en fait, ça peut être magnifique, et ça peut magnifier une table juste classique d'IKEA, ou après... Ouais. Enfin, vu comme ça, il n'y a pas vraiment d'auteurs qui me viennent en tête. Mais je sais qu'en fait, à l'inverse, je sais que quand je fais de la street photo, il y a des scènes de littérature, du coup, qui me reviennent à l'esprit. Donc, T'as des exemples concrets imaginons des scènes dans la rue hyper grouillantes où il y a énormément de monde. Par exemple, ça me fait penser au Bonheur des Dames. Ok. Genre vraiment où tu vois énormément de monde. Donc, plutôt dans le sens inverse, où quand je fais de la photo, il y a des scènes de littérature qui me viennent à l'esprit. Ok. Donc, ouais. Toi, t'as quand même collaboré avec plusieurs types d'artistes. Tu fais pas que la photographie de rue, t'as collaboré avec des musiciens, Mhm, avec des stand-uppers, mhm. avec des modèles, Des stylistes, des stylistes, des des modèles. créateurs. Donc, sur le projet par exemple musical, toi ton but c'est d'associer de l'image à la musique. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé, de faire ce même procédé, mais avec des auteurs, d'habiller visuellement un livre je sais pas si ça se fait beaucoup de faire la couverture d'un livre. C'est un procédé qui te plairait? En vrai, ça me plairait trop. Ouais. Vraiment, ça me plairait de fou. Au-delà de la couverture, parce que je pense que... Enfin, après, j'en sais rien, parce que je regarde pas vraiment les livres qui sortent en ce moment, mais il y a peu de photos, je crois, sur les couvertures. Ouais, j'ai l'impression C'est... que c'est plus des peintures, des dessins. Ouais, c'est plus... ouais, ou alors pas du tout de couverture, genre juste le titre, tu vois. Enfin, c'est assez épuré, je trouve. Il y a peu de photos. Mais par contre, je trouve que la photo pour illustrer un récit, c'est hyper intéressant. Et pour faire plutôt écho à ce que moi j'aimerais vis-à-vis de l'écriture, enfin, je sais que j'y ai déjà beaucoup pensé et j'en ai déjà discuté avec des amis, mais moi j'ai écrit un petit peu des poèmes et je sais que j'aimerais beaucoup lier mes poèmes à mes photos. Et je pense que ce serait hyper cool de, genre, juste de prendre ma photo, de l'écrire à quelque part, genre à un endroit significatif ou quoi, sur la photo en fait. Et je trouve que c'est hyper intéressant au-delà du fait de lier ces deux arts-là, mais même ajouter un texte à tes photos. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant. J'ai fait une cover il y a pas longtemps et je sais qu'on a énormément discuté Une cover à qui? Pourquoi? avec Fake Sharaf Ok, pour son nouvel EP, Presque Moi. Allez écouter. allons écouter. Et je sais qu'on a beaucoup discuté de ce que lui ressentait vis-à-vis de cette cover, vis-à-vis de son projet, de toutes les émotions qu'il voulait mettre derrière. Est-ce que cette cover-là, elle lui transposait comme émotion? Et je lui ai dit, mais écris tout ça. Enfin, je pense que les auditeurs,
ils aimeraient bien savoir ce que tu mets derrière à la fois ta musique, mais aussi derrière cette cover-là. Genre, quels sont les signes qui sont importants pour toi? Est-ce que, je sais pas, telle lumière, ou le fait que ton œil soit comme ça, ou ta main, si ça a un sens pour toi? Après, précision importante, c'est que lui, c'est du piano, c'est de l'instrumental, donc il n'y a pas de mots Oui, dans le projet à c'est proprement vrai. parler. Mais du coup, sur la cover en elle-même, ouais, enfin, moi je trouve que la photo, du coup, enfin, je trouve ça intéressant l'idée d'habiller tes photos d'un texte. Parce que enfin, le photographe, il peut ressentir une émotion derrière son appareil, etc., ou vouloir montrer quelque chose en particulier. Et chose que la personne qui va recevoir la photo, elle va peut-être pas du tout aller là. Enfin, peut-être qu'elle va aller ailleurs et ça va être hyper intéressant d'ailleurs. Mais peut-être que, voilà, si tu veux pousser un peu sur l'œuvre en elle-même et ce que le photographe a voulu montrer, c'est hyper intéressant d'avoir un petit texte, que ce soit poétique, artistique ou non. Mais je trouve que la photo et l'écriture en elle-même, ça fait un match intéressant. Mais donc toi, pour toi, c'est dans les deux sens, quoi. Tu peux, à partir des petits poèmes que tu écris, avoir de l'inspiration pour tes photos, tout comme Carrément. tes photos peuvent te donner l'inspiration d'écrire. Carrément. Mais je sais que c'est vraiment un truc que j'ai envie de développer, et j'ai déjà... Enfin, je sais que j'ai un petit carnet où j'écris des petites idées artistiques en tout genre. Ça va dans tous les sens. Et j'ai déjà fait des petits croquis de maquettes de ce que j'aimerais sur la photo, et juste écrire des mots. Et je trouve que ensemble ça ferait un truc sympa. Donc c'est un truc que je vais faire, c'est sûr. Ça me trotte dans la tête depuis longtemps. Et ben justement, pour aller plus loin que ça même, est-ce que toi, comme tu as un peu cette habitude d'écrire, même pour toi, sans raison particulière, juste parce que tu as des émotions et que peut-être celles-ci, elles peuvent pas se transmettre par la photo et du coup, tu le fais par un autre canal qui est l'écriture, est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé de passer le pont avec cet art-là et de limite écrire un livre ou un recueil de poèmes complet que tu publierais et que en plus toi tu pourrais totalement habiller visuellement Ce serait fou, ça me donne des idées. Ouais, c'est aussi le but, ça, comme ça on sort le podcast le même jour que ton recueil, c'est parfait, la promo est parfaite. Mais ouais, c'est un truc... je sais que dans mes petits objectifs de l'année, j'avais noté écrire un recueil de poèmes. Je n'aurai pas le temps. Mais bon, faut rêver au moment de faire ces résolutions. Hein. Mais vraiment, c'est un truc que je veux faire, écrire des poèmes. Enfin, publier un jour. Parce que j'en écris vraiment beaucoup et ils sont sympas. Et en vrai, je suis un peu timide, je les montre juste à mes proches. Mais je sais que j'aimerais beaucoup, et lier ça à mes photos, ça ferait un objet artistique hyper intéressant et très personnel. Parce que quand t'écris, t'as la même mécanique un peu de création que sur la photo, c'est vraiment juste... est-ce que par exemple t'as un thème qui revient? Est-ce que t'écris plus quand t'es triste? Ou au contraire, est-ce que t'arrives à le faire aussi quand t'es heureuse? Ou quand il t'est arrivé quelque chose de fort et t'as envie de donner une dimension poétique à une situation? Ouais, souvent c'est ça. C'est ça. C'est quand je ressens des choses fortes, que ce soit heureuses ou malheureuses. Souvent j'écris, ouais. C'est vraiment... Enfin, il y a des moments de ta vie où c'est assez linéaire en termes d'émotions, voilà. Mais là, j'écris pas forcément à ces moments-là, mais dès qu'il m'arrive quelque chose... Et en fait, j'ai ce truc de... Je sais pas, de sublimer un peu ce que je ressens, tu vois. Genre, je vis un peu dans un film ou dans un roman, je sais pas. Déjà, je trouve que le processus de mettre des mots sur ce que tu ressens, c'est hyper salvateur et... Enfin, c'est thérapeutique presque d'écrire quand tu ressens des choses. Donc, j'encourage tout le monde à écrire quand vous ressentez des choses. Mais j'ai vraiment ce truc de sublimer en mode de... Je suis triste, mais vas-y, viens, on va faire quelque chose de cool. Ouais. On va écrire un poème. De toute façon, la plupart des énormes, des grands classiques dans tous les arts, ça vient d'artistes qui étaient Dépressif. dépressifs. Au bord de la mort. Au bord de la mort. Mais qui étaient tristes ou qui avaient vécu une rupture, un décès, et qui les avait beaucoup affectés. Ouais. T'arrives quand même à le faire quand il t'arrive des choses heureuses? Parce que c'est justement, moi parfois, ça m'arrive d'écrire, ça m'arrive d'avoir des idées, mais en général, j'ai ce mauvais réflexe de le faire que quand je suis triste. Et de prendre les choses heureuses qui m'arrivent, de les prendre un peu pour... tellement j'en profite, je me laisse pas... Tu prends pas le temps de... Exactement. De réaliser que... Ouais, c'est ça. Je prends pas le temps de les poser sur papier ou de les magnifier comme ça. Mais toi, t'arrives à le faire, du coup? Ouais.
Et justement, il faut le faire, parce que justement, je pense que c'est une réalisation, entre guillemets, de son bonheur, et c'est important de le noter et de le notifier, parce que dans les périodes où justement t'es malheureux, t'as l'impression que en fait, t'es jamais heureux ou quoi. En fait, mais si, reviens sur ce poème tel jour. Tu vois, t'étais heureuse. Donc, je trouve que c'est important de mettre des mots là-dessus et de vraiment de réaliser que voilà, ce jour-là, t'étais heureux. Et il y a aussi des beaux jours. Et c'est plus facile à magnifier, le bonheur, en plus. Je sais pas. En vrai, je sais pas. C'est différent. Ouais, c'est différent. Mais ouais, j'ai écrit aussi sur le bonheur. Ça, c'est beau. Il faut. Sur Ouais. l'amitié, sur plein de choses. Putain, mais ça va être un recueil incroyable que tu vas Ouais. nous faire. Et là, j'ai écrit un petit poème sur la photo il y a 2-3 jours. C'est vrai? C'est Ouais. ça le dernier poème que t'as fait? Ouais. Donc, Parce qu'en fait, je suis en train de créer des affiches pour chez moi. Et au lieu d'acheter des affiches super belles, certes, je me suis dit, et pourquoi pas les créer? Du coup, j'ai créé ça, des... c'est quand même le petit avantage d'être photographe. Mais j'utilise pas du tout mes photos, pour le coup. Ok. Je fais des visuels. Et en fait, sur un visuel, j'ai fait... Alors, mimer le... Ça, là, ceci, là, vous verrez sur la vidéo YouTube. C'est le geste qu'on fait quand on fait des photos, mais sans appareil photo. Je pense que vous voyez. Bon, s'il y en a qui n'ont pas YouTube et qui nous regardent, c'est vraiment faire le rectangle avec les doigts. Quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, je voulais un tableau, entre guillemets, qui représente ça, parce que c'est mon art et sur mon mur, je veux des choses que j'aime. Et en fait, il y a une sorte de liseré qui traverse l'image, et je me suis dit, il manque un truc. Et j'ai vraiment passé une journée dessus, je me suis dit, il manque un truc, et je me suis dit, allez, un petit poème. Et du coup, j'ai écrit un petit poème sur la photo. Ok. Ouais. Que je ne vous partagerai pas. Oh, bah, Il faudra venir chez moi. Bon, là, les réservations sont disponibles. Hein. On va mettre le lien Eventbrite. C'est ça. Vous pourrez venir au vernissage si vous voulez. Mais ouais, c'est le dernier poème que j'ai écrit. Et pour le coup, c'est un poème très heureux. Mais toi, parce qu'on peut aussi parler juste de photos, et c'est un objectif que tu as d'exposer et ce serait... Du coup, tu pourrais faire lier l'exposition classique voilà, d'afficher tes photos et ton travail avec de la littérature, de l'écriture. Carrément. Mais je sais que si j'expose, il y aura du texte. C'est sûr qu'il y aura du texte. Un petit carnet. Ça me paraît indispensable. Enfin, moi, j'aime trop aller dans des expos où, justement, ton art est un peu vulgarisé. Et pour moi, c'est indispensable. Enfin, je sais qu'il n'y aura aucune photo sans texte, c'est sûr. Ok. Il me faut du texte, il faut que j'explique au monde ce que j'ai ressenti sur cette photo. Ok. C'est indispensable. Peut-être que ce sera sous forme artistique, poétique ou quoi. Mais j'ai hâte. Donc là, Alicia, on arrive à la fin du podcast. Mm-hmm. Donc toi, en fait, tu connais très bien le podcast. Tu sais un peu c'est quoi la tradition pour finaliser le podcast. C'est un top 5. Voilà, top 5. Romans de toutes sortes, livres de toutes sortes, BD, livres de chevet, romans féministes, tout ce que tu veux. 5 livres. Et pas forcément tes 5 préférés. On va dire 5 portes d'entrée à qui est Alicia Guiguin et quel est son travail. Tu vois. Ok. J'y ai pas réfléchi avant. C'est magnifique, ce sera encore plus spontané. J'aurais dû. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Des livres du coup que je n'ai pas cités encore, sinon ce n'est pas drôle. Tu peux y revenir, Si à la fin tu galères, ou pour te lancer, tu peux revenir sur un livre que tu as déjà cité. Alors, pour commencer, un livre féministe. Ok. Allez, je vous conseillerais Virginia Woolf, Une chambre à soi, ou Un lieu en soi. En fait, il y a plusieurs éditions. Moi, j'ai Une chambre à soi à la maison. Qu'elle a écrit... alors, il me semble que c'est début 20e, mais je suis pas sûre. Mais vraiment, c'est un livre qui est un peu avant-gardiste pour l'époque. Et en gros, elle explique en quoi... elle explique pourquoi il y a très peu de femmes qui ont marqué la littérature, de manière générale, jusqu'au moment où elle écrit, parce que là, il y a de plus en plus de femmes qui écrivent. Mais elle explique pourquoi et comment renverser, entre guillemets, la tendance. Et c'est vraiment génial. En fait, en tant que femme, on n'avait tellement pas les mêmes outils à disposition. Et genre, le titre est assez significatif parce que, ne serait-ce qu'une chambre à soi, c'était pas possible.
Donc, c'est vraiment... Enfin, quand tu te poses vraiment sur la question, c'est vraiment intriguant de se dire, mais en fait, Victor Hugo, Rabelais, tout ce que tu veux, en fait, c'est toujours des hommes. Ouais. Et du coup, elle explique vraiment ce qui ne va pas et comment sortir de ce mécanisme-là. Ça date de quand, ce livre, à peu près? Vraiment, je sais plus. Mais c'est... Franchement, je crois qu'elle a écrit au début du 20e. Ah ouais, donc... Ouais. Après, je me trompe peut-être. Oui, donc effectivement, à l'époque, ça n'avait pas encore été renversé comme aujourd'hui. C'est ça. Enfin, il y a encore qu'il y a du chemin à faire, mais on a quand même avancé depuis le début. Ouais, Dieu soit loué. Ensuite, je vous conseillerais... je vais vous conseiller un petit livre un peu de fantastique. C'est Frankenstein. Encore une autrice, d'ailleurs. C'est vrai que c'est pas un genre que tu as abordé. De Shelley. C'est Mary Shelley, je crois. Et Frankenstein, écoutez, je pense que c'est à peu près un livre, mais du coup un personnage que je pense que tout le monde connaît un petit peu. Mais le livre est trop cool. Non, vraiment, franchement, du coup c'est vraiment du fantastique. Et comment vous le vendre, si ce n'est que c'est vraiment super bien écrit et on suit ce petit monstre qui au final est plus humain que certains humains. Enfin, sur certains points, tu peux même t'identifier, en fait. mais carrément, en fait, tu pars du principe que du coup Frankenstein, c'est le chercheur qui l'a créé entre guillemets. Et du coup, on fait souvent la dissociation, genre on pense que Frankenstein c'est le monstre, mais en fait c'est pas le monstre. Mais du coup, ce monstre qui est plus humain que jamais. Enfin. Ouais, en filigrane, il y a un peu le côté se sentir différent, Ouais, comment tu vis ta différence. C'est ça. Mais... Et abordé de manière ludique. Non, franchement, l'histoire est vraiment géniale. Je vous conseille ça à fond. Donc voilà, Frankenstein. Ensuite, il y a 2. On n'a pas parlé de mon livre préféré. C'est Lettre à un jeune poète de Rilke. C'est mon livre préféré. Voilà, c'est tout, c'est dit. C'est de la poésie ? Non. Ah. C'est un livre, enfin un roman épistolaire, entre guillemets. C'est un échange de lettres entre Rilke et un auteur, enfin un jeune garçon qui souhaiterait écrire. En gros, c'est un échange de lettres, et ce sont les lettres de Rilke, d'ailleurs. Et c'est tout bonnement sublime, parce qu'il aborde énormément de sujets, au-delà de la création, qui est un peu le cœur de ces lettres. En fait, t'as vraiment ce truc cette posture de Rilke qui prend un peu sous son aile ce jeune auteur et qui lui explique un petit peu les choses qu'il a traversées et un peu ses conseils de vie, entre guillemets, sur tout ce qui est création. Il parle de plein de choses. Il y a des passages sublimes sur la solitude, des passages merveilleux sur l'amour, c'est sur la tristesse. En fait, c'est vraiment plein de petites lettres, un petit peu philosophiques finalement. Et ça se lit super vite. C'est génial, j'ai vraiment flotté beaucoup trop de pages dans ce livre. Mais en tant qu'artiste qui veut se développer, j'imagine que c'est inspirant pour toi d'avoir ce côté l'élève qui parle à son mentor. Carrément. Mais je pense que, du coup, il écrit pour ce jeune auteur-là, mais en fait, il écrit pour toi aussi quand tu le lis. C'est vraiment... t'apprends plein de choses. C'est vraiment génial. Et sur l'aspect créatif, c'est vas-y, fonce. Donc ça fait trop du bien, ce livre. Ouais. Franchement, et pareil, je sais plus quand est-ce qu'il a été écrit, mais c'est assez fou aussi pour l'époque d'écrire ce genre de choses, je trouve. Pour tous les jeunes créateurs, tous les jeunes créatifs qui veulent... Lisez Lettre à un jeune poète. Trop beau. Donc voilà, le 3e. Ensuite, je vais vous parler de Cro-Blanc, de Jack London. C'est un roman d'aventure, entre guillemets. En gros, on suit l'aventure d'un petit loup. Donc, quand on lit le livre, on est un petit loup. J'ai eu envie d'être un loup. Franchement, après avoir lu ce livre, j'ai eu envie d'être un loup. Et du coup, on suit l'aventure de ce petit loup-là, qui va avoir une trajectoire assez particulière, parce qu'il va vivre avec des hommes, et il va avoir un côté un peu apprivoisé, entre guillemets. Si vous aimez tout ce qui est grand paysage, la neige, ce genre d'ambiance-là, un peu féerique... il faut lire. Je pense que, comme Frankenstein, en fait, c'est un personnage, entre guillemets, qu'on a un peu en tête, Cro-Blanc. Je pense qu'on l'a vu souvent en dessin animé, ou alors dans des livres assez réduits, très très réduits pour les enfants.
C'est un personnage assez connu, mais Oui, lisez... il doit y avoir 1000 éditions de Ouais. DVD, de trucs. Mais franchement, lisez Jack London. C'est merveilleux. Je l'ai lu en plein été. Me demandez pas pourquoi. Mais c'est vraiment super à lire. Du coup, plutôt l'hiver, hein, si on reste dans l'ambiance. Je trouve que ça sort un peu de ce que j'ai l'habitude de lire sur les animaux, etc. Un peu Ouais. d'aventure fantastique, mais ça fait trop du bien. Franchement, Ouais, le livre qu'on peut lire à tout âge, facile d'accès en plus. c'est ça. Le dernier, Ok. je vais vous conseiller. Et pour le coup, c'est un livre très très fin et super abordable. Vous pouvez le lire en 1 heure, même pas. C'est Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran de Eric Emmanuel Schmitt. On suit un enfant qui s'appelle Momo et qui va se retrouver dans une situation sociale assez précaire puisque, alors, dans mes souvenirs, il finit par vivre tout seul dans son appartement alors qu'il a genre 8 ans, tu vois. Parce que ses parents l'ont un peu abandonné, enfin, une situation assez précaire. Et il va se lier d'amitié avec l'épicier d'en bas, tu vois. Un vieux monsieur, pour le coup, qui va le prendre un peu sous son aile. Et c'est super touchant. Enfin, du coup, vraiment, c'est le choc des générations, genre un enfant et un vieillard voilà, qui se rencontrent et qui se lient d'amitié. Et c'est vraiment un message plein de sagesse et de fraternité. Donc, c'est vraiment super court. C'est génial. Je vous invite à lire ceci. Voilà. Il y a un côté un peu la vie devant soi de Romain Gary, je sais pas si tu connais. Je l'ai pas lu. Ah, oui, c'est pareil, un enfant qui vit tout seul et qui se lie d'amitié avec une vieille dame. Ah ouais? C'est un Faut que je le lise, celui-là, il est dans ma liste. Ah ouais. Comme beaucoup d'autres. Liste du BookTok. Bah, du coup, ça fait 5. Merci Ouais. beaucoup, Alicia. Tu nous as bien alimenté. Alors là, s'il y en a qui cherchaient des livres à lire, j'espère que ça a alimenté. On arrive sur la fin de l'épisode. T'as passé un bon moment déjà? Un super moment. Moi, C'était trop bien. c'était un super moment en tout cas. Je suis ravi que t'aies passé un bon moment. Avant de conclure, j'aimerais qu'on repasse un peu tes actus. Ouais. Si t'en as, si t'as des projets à venir que t'as envie de mettre en avant. Bah écoutez, en ce moment, j'essaie de développer des projets photographiques perso. J'ai lancé une petite série de shooting mode que j'aimerais beaucoup développer. Et du coup, je fais appel à des créateurs de la région lilloise, que ce soit pour les vêtements, pour les bijoux, pour les sacs, pour les accessoires. Et du coup, ouais, là, je suis sur la 2e édition, deuxième série photo de créateurs. Donc voilà, si jamais vous voulez faire partie de l'aventure. Ouais, c'est vrai que toi, t'as cette initiative-là de aussi vouloir rassembler un peu différents artistes qui débutent Carrément. Franchement, ouais. et mettre en avant. Je trouve ça génial. Déjà, du coup, je rencontre plein d'artistes parce que franchement, ils sont géniaux. Genre j'ai des fringues de zinzin, des bijoux de fou. Enfin, voilà. Et je trouve ça génial ce genre de démarche parce que du coup, je rencontre plein de gens, soit des make-up artistes, même des modèles, etc. Et c'est toujours cool de travailler ensemble. Et en fait, moi, c'est des projets que je mène de mon côté et je sais que ça peut ça peut participer au développement de ces créateurs-là. Donc, c'est super cool. Moi, c'est pareil, ça me fait du travail. Donc, c'est trop génial. Ouais. C'est sous le signe de la bonne ambiance. Donc, on se tire vers le haut tous ensemble, finalement. c'est ça. Donc, ouais, c'est mon projet photo en ce moment qui me tient en haleine. Ok. Donc toi, après, t'es ouverte à des collaborations avec tout le monde? Carrément. Carrément. Cover, mariage. Mariage à la main, là, ça va sortir début octobre, là, c'est plus... Ah, écoute. Mais bon, si vous vous mariez en décembre, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Mais ouais, non, de toute façon, je suis ouvert à tout projet artistique. Moi, j'adore. Donc, voilà. Ok. Mais n'hésitez pas à contacter Alicia sur ses réseaux. C'est Ouais. tes réseaux, ton mail, t'as un mail dans tes réseaux. Bon, j'ai une adresse mail si vous voulez, hein, mais sur Instagram, ça ira. Ouais, de toute façon, tous les contacts que je peux mettre dans la description, je vais les mettre. Je mettrai son adresse parce qu'apparemment, il y a des affiches qu'on peut aller voir. Donc, pour nous, les petits points entre les artistes, c'est toujours un peu la même chose. Hein. N'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram du Point Entre les Arts, au compte TikTok, maintenant que j'alimente pas mal, où je sors un peu des extraits différents de ce qu'on peut avoir sur Instagram, ou en tout cas pas en même temps. Et à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, à la chaîne YouTube, parce que maintenant qu'on est professionnalisé,
La vidéo est disponible sur YouTube. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À très vite. Et Bisous. Tout est bien qui commence bien. J'ai des papillons dans l'estomac. J'ai dit je t'aime à des filles que je déteste au moins.